Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes une fois de plus encore avec le docteur Yves Ekwe Amaezu. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Hibou, comment allez-vous? Oui, très bien, merci pour votre disponibilité pour le Mali et pour l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de la CEDEAO. À votre avis, que pouvons-nous exiger de la CEDEAO aujourd'hui par rapport à la situation que nous vivons au Mali? Écoutez, il faut penser au court terme. Il y a eu des sanctions qui ont été faites par la CEDEAO et l'UMOA, avec en filigrane des institutions comme la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et la France, Oui, et qui ont suspendu les avoirs du Mali, et que du coup, certains paiements et créances ne sont pas honorés. absolument. Donc, il faut exiger de la CEDEAO d'apporter la preuve juridique qu'elle peut d'abord faire cette opération de suspension et de blocage du Mali. Parce que les textes sur lesquels fonctionne l'ensemble des pays membres de la CEDEAO ne disent pas cela. En fait, ça n'existe pas. Donc, il y a de l'illégalité et peut-être même de l'incompétence dans cette façon de procéder. Oui. Et si la CEDEAO est sérieuse et qu'elle reçoit des pressions extérieures, il faudrait que la CEDEAO en fasse pas à ses membres et qu'une décision commune, y compris avec le Mali, se prenne pour savoir comment on avance ensemble. Oui. Mais non, la CEDEAO ne peut pas apporter de preuves juridiques, il faudrait qu'elle arrête de suspendre. Parce que c'est une décision qui est illégale. Maintenant, je sais qu'ils ont mis en place une sorte de comité pour discuter, sauf que pendant qu'ils discutent, les sanctions et les effets de ces sanctions continuent. Absolument, absolument. Voilà, plutôt que chaque fois de dire le Mali doit faire ceci, le Mali doit faire cela, moi je pense que le Mali fait son travail. Je pense qu'il faut commencer à exiger de ceux qui prennent des sanctions, des décisions unilatérales, de s'expliquer. Oui. De s'expliquer. Le délai de 6 mois, regardez, je prends un exemple, le délai de 6 mois qu'exige la CEDEAO. Oui. Alors que le gouvernement propose aujourd'hui 4 ans. Oui, 4 ans, oui. Quand on exige de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois? Oui. Et ce soit officiel et public. Ensuite, le gouvernement explique pourquoi ils ont choisi 4 ans. Oui. Et ils expliquent aussi qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 4 ans. Oui. Ensuite, on va comparer. Oui. Parce que si la CEDEAO en 6 mois peut faire tout ce que le gouvernement peut faire en 4 ans, vraiment, c'est qu'ils sont très forts. Oui. Il faut donc les appuyer pour aider vraiment à faire ça en 6 mois. Ce dont je doute. Oui. Et s'ils ne peuvent pas, alors, sincèrement, il faut qu'ils s'assoient et qu'ils revoient leur copie. Que le gouvernement fasse un peu d'efforts. Mais si le gouvernement a mis au moins 4 à 5 ans, c'est vraisemblablement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Absolument. Et donc, c'est pour ça que je parle d'incompétence, parce qu'il est fort probable que les gens de la CEDEAO ne savent pas tout ce que le gouvernement veut faire pendant cette période. Et puis, on a un petit problème. Vous savez que celui qui dirige la CEDEAO est un parent à un certain président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Qui ça? Pas sans savoir aussi. Oui, celui qui dirige la commission de la CEDEAO est un parent d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest est quasi systématiquement, voire unilatéralement, toujours dirigée par un Ivoirien. Oui, alors, monsieur Meïté connaît. Oui. Et que vous commencez à penser pourquoi il y a des sanctions, vous voyez quand même la main d'un certain Alassane Ouattara partout. Donc ce point doit être traité. Parce que ça ne peut pas devenir une histoire familiale ou une histoire nationale, en fait, de la Côte d'Ivoire qui décide un peu de tout dans la zone CEDEAO. Oui. Vous voyez un peu. Oui, alors ce qu'on peut exiger de la CEDEAO, on peut l'exiger aussi de la BCEAO, c'est ça? Alors, la BCEAO, bien sûr, mais la BCEAO, il faut être encore plus précis. Puisque la BCEAO est une institution qui n'a pas le même poids que la CEDEAO. Elle est censée ne pas être politique. La BCEAO, la Banque centrale, elle est censée être indépendante, donc plutôt neutre, et elle est censée être gardienne de l'argent de chacun des pays. C'est ce qu'on appelle les avoirs.
Bien sûr. Mais non, moi, je mets de l'argent chez vous, parce que vous êtes une banque, et que je vous fais confiance. Et puis, vous vous transformez unilatéralement à quelqu'un qui bloque mon argent. Alors, là aussi, il faut avoir des preuves juridiques sur quelle base ils ont fait ça. Les sanctions toutes seules, qui sont des sanctions politiques, ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Oui. Et puis, par ailleurs, vous savez qu'au départ, il fallait mettre pratiquement les 100% de nos avoirs auprès de cette banque centrale, et ça passait par le Trésor français. Oui. Et donc la France. Et petit à petit, c'est diminué, 50, petit à petit, c'est 20%. Oui, oui. Mais si ce n'est que 20%, les autres 80%, oui. Vraisemblablement, ça ne passe pas par la BCEAO, ce qui permet d'ailleurs d'avoir un peu de respiration pour le gouvernement. Oui, oui. Et en même temps, de quel droit, même s'il y avait 20%, de quel droit la BCEAO décide de suspendre, de bloquer, de laisser filtrer des bruits partout, que le Mali n'est pas solvable ou ne peut pas payer. Ce n'est pas vrai. Donc il faut une déclaration de la BCEAO pour qu'elle s'explique sur le plan juridique et dire aussi combien de temps tout ça va durer. Parce que la BCEAO, elle est indépendante, elle est censée être neutre. Elle n'a rien à voir fondamentalement avec les décisions des autres. Et puis le problème va dans les deux sens. Vous voyez bien que cet argent du Mali sert à payer des créances des pays voisins. Oui, c'est vrai. Prenons un exemple tout simple. Vous avez des avions Air France qui viennent. Oui. D'ailleurs, je vous fais remarquer que Air France, qui avait suspendu, vient d'arrêter sa suspension et vient de nouveau à Bamako. Oui, on allait même vous poser la question, parce que finalement Air France avait suspendu à cause des sanctions de la CEDEAO. Et maintenant Air France revient. Alors, c'est une trahison quelque part. Non, pas du tout. Non, regardez. Non, c'est tout à fait votre sujet. Si Air France décide unilatéralement de revenir à Bamako, posons-nous la question financière et économique. Oui. Le Mali, qui travaille avec Air France, doit certainement lui payer quelque chose. Oui. Avec quel compte le Mali va payer Air France? Le compte est bloqué à la BCEAO. Avec quel compte? Ça veut dire donc que Air France reçoit de l'argent de Bamako, ou en tout cas du Mali, soit avec le compte certainement ouvert, ou avec un autre compte qui lui n'est pas bloqué. Donc la question est de la poser à Air France. Comment Air France touche son argent, ou comment Air France paye le Mali si Air France doit payer le Mali pour telle ou telle taxe? Parce qu'il faut bien que ça passe dans la zone franc par un compte dont une partie vraisemblablement est inscrite à la Banque centrale. Oui. Donc vous voyez bien la contradiction totale qu'il y a. Une fois on dit qu'on suspend, et quand les intérêts sont en jeu, on ne suspend plus, on prend l'avion, on arrive. Parce que sincèrement, Air France a le monopole sur la plupart des aéroports africains francophones. Mais si le monopole saute, Air France est déficitaire, ça il faut dire la vérité. Oui. Donc ce sont des économies qui ne peuvent pas fonctionner en concurrence normale. Et si la sanction est contre le Mali, la sanction aussi est contre Air France. Oui. C'est pour ça que Air France a ouvert. Donc il faut que Air France nous explique l'argent qui circule entre Air France et le Mali, et entre le Mali et Air France, ça passe par quel compte? Et là, on va savoir si le compte est vraiment bloqué, ou il est bloqué pour certains et il n'est pas bloqué pour d'autres. Donc, 2 poids 2 mesures. D'accord. Donc, on revient à la BCEAO et à la CEDEAO, mais on ne peut plus les attaquer aujourd'hui parce que la Cour de justice de la CEDEAO, nous en sommes suspendus. Alors, ça, attendez. La Cour de justice de la CEDEAO est censée être une juridiction aussi indépendante, qui est régie par des textes, bien sûr, et dont la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui. C'est une Charte africaine des peuples. Oui. Et actuellement, on est en train de faire des sanctions contre le peuple malien. Oui. Et je suis allé regarder si la Cour de justice peut préciser sa position officielle. Est-ce qu'elle suit ou pas les sanctions? Parce que si elle doit les suivre, elle est en violation totale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui. Donc, il ne faut pas que le Mali se pose la question, il faut simplement que le Mali dépose sa plainte auprès de cette Cour de justice qui est normalement indépendante. D'ailleurs,
il y a plusieurs de ces articles qui disent que s'il y a un différend entre les États, oui. Je dis bien, un différend entre les États, c'est ce qui est le cas. Oui. Les autres États qui sanctionnent le Mali. Donc c'est un différend. Donc la Cour de justice est donc l'institution, la justice, la Cour de justice, qui est habilitée d'abord à recevoir ce dossier. Donc il y a recevabilité du dossier du Mali en dehors des sanctions. Et ensuite, il y a traitement de ce dossier pour savoir est-ce que c'était légal ou pas légal. Et enfin, il y a décision, si c'est illégal, alors, excusez-moi, tous les pays qui ont pris la sanction seront condamnés d'abord et devront payer une sanction et de l'argent au Mali. D'ailleurs, c'est la même chose pour la BCEAO, parce que toutes les conséquences, les taux d'intérêt et autres que le Mali devra payer parce qu'il y a eu suspension, quand ce procès aura lieu ou quand la sanction sera terminée, il va falloir que ce coût-là ne soit pas renvoyé au Mali ou au peuple malien, mais que la BCEAO le paye, que la Cour de justice le paye et que la CEDEAO le paye. Oui. Parce que ça aussi, ça relève de la responsabilité de ces institutions. Oui. D'accord. Et on va venir maintenant on a appris aujourd'hui que Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, a annoncé que la France envisage de quitter le Mali. Oui. Voilà. Est-ce que vous en savez quelque chose? Alors, sur mes informations, oui. Je ne dirais pas, comme vous, envisage de quitter le Mali. Oui. Moi, je vous confirme qu'ils ont décidé de quitter le Mali. Donc, c'est une décision. D'accord. Alors, bien sûr, ce n'est pas présenté comme cela. Certains vont vous dire, c'est parce que la France a constaté qu'il y avait beaucoup de mercenaires du groupe Wagner au Mali, sans en apporter la preuve. Oui. On diront que le gouvernement a invité la France à quitter le Mali, oui. Et que la France, en fait, est en train d'abandonner les terroristes aux Maliens. Oui. Quelle que soit la formulation, la France quitte le Mali. Maintenant, pour aller où? Parce que le problème n'est plus que militaire. Le problème est aussi le renseignement. Oui. La France annonce qu'elle voudrait peut-être aller au Burkina. Mais est-ce que le territoire du Burkina s'appelle la France? Est-ce que le Burkina, qui d'ailleurs a eu un coup d'État, a donné son autorisation? Est-ce que le Burkina n'est pas en train de négocier justement avec l'État russe pour avoir le soutien militaire qu'a eu le Mali? Il y a le Niger, oui. Il y a le Tchad, oui. la Mauritanie, et la Mauritanie a déjà dit qu'elle était neutre. La Guinée n'est même pas apparue sur la liste, ce qui veut dire que la Guinée, vraisemblablement, n'est pas pendant la sanction, n'est pas concernée. Donc la Guinée est plutôt du côté du Mali. Donc la question est de savoir, si les images satellitaires qui font partie du renseignement permettent d'identifier où sont les terroristes, qui a permis à l'armée malienne d'avoir beaucoup de succès ces derniers temps, absolument, tous les voisins sont en train de voir. Est-ce que vous pensez que le Burkina, le Niger ou d'autres vont se priver de ce renseignement précieux qui sont les images satellitaires? La réponse est non. Donc, Burkina va vraisemblablement trouver un moyen ou un autre de signer un accord pour avoir accès à ces images-là. Parce que si vous avez accès, vous pouvez détruire les terroristes. Oui. Donc, si vous avez accès, mais que faisait alors la France en termes de renseignement sur ces terroristes-là? Pourquoi ne trouve-t-on plus de terroristes au Mali depuis que il y a un accord avec les Russes et que finalement l'armée malienne a retrouvé toute son efficacité? Et vous croyez que l'armée burkinabé ou d'autres n'ont pas envie de retrouver leur efficacité? L'efficacité, c'est pas seulement les armes, c'est aussi le renseignement. Donc moi, je pense que le problème du renseignement, à lui tout seul, va amener la plupart de ces pays de la zone de faire confiance à celui ou le pays qui lui apporte ces renseignements. Et aujourd'hui, c'est la Russie. La France, depuis 8 ou 9 ans, soit ne l'a pas fait, soit n'a pas voulu le faire. En tout cas, le résultat est là, c'est qu'ils n'ont pas trouvé une solution au terrorisme. Donc c'est un échec. C'est un échec. Donc oui, ils vont quitter le Mali. D'ailleurs, c'était une demande du Mali. Et la France dit tous les jours, je suis en Afrique parce qu'on me l'a demandé. Donc la question est de savoir, aux Africains, aux dirigeants africains eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent exactement?
Ils veulent arrêter le terrorisme ou ils veulent permettre à un pays étranger de faire de l'ingérence dans leurs affaires. C'est ça la vraie question. Et le Mali a déjà donné la réponse. La réponse est que si je peux moi-même, avec mon armée, trouver un accord avec un partenaire qui m'apporte et le soutien militaire et le soutien de renseignement, voire même le soutien financier, mais écoutez, que j'ai du succès et je réussis à mettre et à bloquer, à ralentir le terrorisme, je crois que c'est une bonne solution. Et les autres, ils vont certainement faire pareil. Ils vont certainement faire pareil. Donc, écoutez, laissez ça au temps, je pense que c'est du béaba. Parce que le Bénin qui subit maintenant le terrorisme va commencer à se poser la question sur le renseignement. S'ils étaient renseignés, il n'y aurait pas eu les morts qu'on a entendus il y a quelque temps. D'ailleurs, je vous fais remarquer que le Français qu'on a identifié, on est allé vérifier, il s'agit d'un ancien militaire français, sauf que c'est un mercenaire. Ah bon? C'est un mercenaire. Donc, quand on dit à quelqu'un qu'il a des mercenaires et que d'autres sont des mercenaires avec une ancienneté française ailleurs, on peut se poser la question de quoi parle-t-on exactement? Mais je vous dis, c'est le premier sujet qui est important. C'est-à-dire que le seul fait que Air France ait décidé de revenir au Mali, c'est déjà le début de l'amorce que les choses vont s'améliorer. Ça veut dire que la France, tôt ou tard, sera d'abord obligée de reconnaître le régime malien et surtout l'approche qu'a choisi ce régime pour faire sa transition, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On veut faire de l'ingérence pour empêcher un pays de décider de son approche pour organiser sa transition. C'est de l'ingérence. À tout point de vue, politique, économique, militaire et renseignement. D'accord. Donc, on a appris sur un journal économique, Financial Afrique, on a appris que le Mali, entre 2020 et 2021, a quand même pu économiser un peu d'argent en termes de déficit budgétaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On est passé en fin 2020 de 482 milliards de déficit budgétaire à maintenant, en fin 2021, à 462 milliards. Donc, 482 milliards, 462 milliards, quand même, il y a eu une avancée qu'on a remarquée dans ce document, dans ce journal économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je vais vous donner 2 points. Je n'aime pas trop traiter de chiffres dont je ne connais pas trop la source, même si c'est une source du gouvernement malien. Je préfère les sources qu'on appelle harmonisées, qu'on retrouve au niveau soit du Fonds monétaire international, soit de la Banque mondiale, et ça ne concerne que des données quantifiables et qui ont été quantifiées. Ça veut dire que beaucoup de données peuvent ne pas être inscrites, même dans ces données-là. Moi, les données que j'ai me disent simplement que le déficit de ce gouvernement, l'année passée, a plutôt légèrement augmenté. Ce qui s'explique par l'importance des investissements faits dans le domaine militaire. Donc, il n'y a rien de grave à cela. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, le déficit budgétaire. Est-ce que vous pouvez l'expliquer en 2 mots avant qu'on aille dans le vif du sujet? Oui, le déficit budgétaire est très simple. Toutes les recettes que le gouvernement a pu faire, les recettes fiscales, s'ils ont des domaines qu'ils ont vendus, s'ils ont fait des entreprises publiques qui rapportent de l'argent, tout ceci additionné, plus les impôts que payent les gens. Tout ça, c'est plus, c'est les recettes. Et moins toutes les dépenses que ce même gouvernement a fait. S'il a acheté des routes, s'il a payé un hôpital, s'il a remboursé de la sécurité sociale, s'il a créé des écoles, toutes les dépenses. Donc le plus, c'est les recettes, le moins, c'est les dépenses. Le total de ça, si vous êtes à l'équilibre, ben c'est bon. Si vous n'êtes pas à l'équilibre, vous êtes en moins, c'est un déficit. On parle alors de déficit de l'État. Et ce déficit, ce n'est rien de grave. Vous pouvez le remonter sur les années à venir. Vous avez généralement des institutions qui sont spécialisées pour vous donner justement un peu d'argent, pour vous permettre de continuer. Et si vous gérez mieux l'année d'après, alors ce déficit va baisser petit à petit. Et justement, le Fonds monétaire international a dit et a prévu pour le Mali qu'en 2022, ce déficit budgétaire va s'améliorer. Pour 2 ou 3 grandes raisons. D'abord parce qu'en fait, le taux de croissance restera élevé au Mali. Je n'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais c'est essentiellement dû au fait qu'il y aura beaucoup plus d'exportations. Donc vous voyez, on revient à la notion de renseignement. On revient à la notion de partenaire. S'il n'y a pas de problème agricole, notamment lié au climat, trop de sécheresse par exemple, ou des choses comme ça,
le coton, l'or, tout ce qui est agricole, notamment les mangues, vont bien s'exporter. Là où le Mali va avoir un problème, c'est que le Mali est un pays enclavé et n'a pas justement tout ce qui touche à l'énergie, notamment le gaz, l'essence, le kérosène. Donc ça, par contre, va augmenter. Donc entre ces importations et puis les exportations, il se peut que ça ne s'équilibre pas tout à fait. Mais je pense que le Mali devrait négocier tout l'apport en énergie avec les pays arabes pour avoir un taux beaucoup plus bas dans l'achat du baril de pétrole. Par exemple, il y a aussi le budget qui aide un tout petit peu. Et tous ces éléments de déficit, sur le fond, n'est pas grave. Pour être simple, ce sont des découvertes, mais du gouvernement. Au lieu que ce soit un découvert d'un privé, c'est un découvert du gouvernement. Par contre, il faut que l'année d'après, le gouvernement travaille mieux pour que ce déficit ne soit pas aussi grand, jusqu'à on arrive à l'équilibre, voire même on fait du surplus. Et connaissant les réserves du Mali, dans les 3 ans à venir, le Mali doit certainement, peut-être même avant la fin de la transition, repasser complètement dans le côté positif. Oui, justement. Oui, voilà, justement, les ressources du Mali, est-ce qu'on peut en parler un peu? La carte que nous avons du Mali, la carte en termes de ressources, est-ce que aujourd'hui vous en savez un petit peu? Parce que nous avons appris effectivement qu'il y a les cartes satellitaires qui peuvent être données à nos États. Et à travers ces cartes-là, eh bien, on peut savoir si nous avons des ressources minières ou pas. Alors, est-ce que vous en savez un petit peu sur ces ressources-là? Disons que tout ça va rentrer dans un domaine un peu confidentiel, sauf que, d'abord, les cartes ne se donnent pas, ça s'achète. D'accord. Mais même si vous voulez payer, ceux qui détiennent des images satellitaires peuvent aussi refuser de vous donner l'information et donc vous donner la carte. Qui sont ceux qui détiennent ça? Ceux qui détiennent les satellites, donc les grands pays industrialisés essentiellement, les États-Unis, la France, l'Europe en général, la Russie bien sûr, la Chine. Donc il s'agit pour le gouvernement de se rapprocher de son partenaire actuel, la Russie, pour lui demander si parmi les images satellitaires qu'ils ont, pas seulement territoriales au niveau militaire pour les terroristes, mais d'autres images spécialisées d'ailleurs qui permettent de lire mieux le sous-sol. Non seulement, là on parle de matière première, mais vous savez que l'eau, rien que l'eau, c'est une matière première fondamentale dans un pays où il y a le désert, dans un pays sahélien. Donc rien que déjà de retrouver plusieurs nappes phréatiques d'eau potable, mais c'est une grande richesse pour le Mali. Donc oui, il faut demander et négocier ce prix avec le partenaire russe ou d'autres, et surtout le comparer avec d'autres cartes satellitaires que récemment la France ou d'autres vous ont fourni ou peut-être ne vous ont jamais fourni. Parce que si on vous dit que dans les anciennes cartes, vous n'avez que, je prends un exemple au hasard, que 5 kilos d'or, et que les nouvelles cartes vous disent que vous en avez 100, la question reste quand même fondamentale. Mais si les autres qui avant vous donnaient une carte avec 5 alors qu'il y en avait 100, où sont passés les 95? Absolument. Donc vous voyez, il y a un problème de fond, tout simplement de confiance avec son partenaire. Et là, peut même poser un problème de fond de tout simplement ce qu'on appelle le dol, c'est-à-dire que vous avez eu une information erronée et qu'il va falloir demander des comptes à celui qui vous a fourni des informations en fait erronées et voire même frauduleuses. Parce que si il se trouve que la plupart de ce que vous trouvez sur les nouvelles cartes se trouve justement là où il y a eu des bagarres de terroristes, la question même est de savoir, mais est-ce qu'il y a vraiment eu des terroristes? Qui sont ces terroristes? Pourquoi ils sont toujours sur les endroits où vous trouvez des matières premières et auxquelles le Mali n'a pas accès? Parce que le Mali n'avait pas accès à une partie de son territoire. Absolument. Et si cette partie du territoire où on n'avait pas accès, si jamais on trouve beaucoup de matières premières, notamment les métaux rares, notamment l'or et bien d'autres choses encore, vous pouvez comprendre que l'appétit des uns et des autres a fait qu'on ne voulait pas que le gouvernement malien s'en rende compte. Et ça pose même le problème des anciens gouvernements. Comment eux pouvaient-ils avoir accepté cela? Les deux, trois derniers régimes maliens, comment ils ont pu accepter cela? Est-ce qu'ils étaient sous pression? Est-ce qu'il y avait de l'ingérence? Ça pose beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, ça va clarifier la situation entre la France et le Mali. Parce qu'aujourd'hui, c'est le manque de transparence qui fait tout ce problème. Mais quand la transparence va venir, notamment, je vous dis, sur le renseignement, sur les images satellitaires, je pense que la France va venir à des meilleurs sentiments et discuter avec le Mali. D'ailleurs, si Air France revient déjà unilatéralement, je vous dis que c'est déjà une très 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 bonne piste et une très bonne, disons, un bon signal que le gouvernement français ne va pas tarder.
Ouais. Et Air Burkina qui ne vient plus, et Air Sénégal, Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal qui ne viennent plus. Oui, les petits avions, les petites lignes, mais vous savez qu'ils ont tous, la plupart, assez dépendants des directives françaises. Donc, ils vont attendre la décision politique. S'ils ont le courage, alors ils viendront. Mais il faut aller voir comment fonctionnent la plupart de ces compagnies aussi. Hein. Vous allez voir le niveau d'endettement, les niveaux de ceci ou cela dépendent beaucoup des services après-vente, les pièces détachées, les équipements dépendent beaucoup. La maintenance dépend beaucoup de la France. Donc, ils sont obligés un peu d'accepter cette situation. Voilà, donc je pense que ça, il ne faut pas trop se faire viser. Il faut donner un tout petit peu du temps au temps. Et les négociations sont en cours. Je pense que ça va se résoudre. D'accord. D'accord, Dr Yves Ekwuya-Maizo, merci beaucoup pour votre disponibilité, économiste et directeur de think tank Afrocentricity. Merci beaucoup, docteur.